Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Petite parenthèse avant de démarrer cet épisode. Si tu te reconnais dans ces conversations sur l'hypersensibilité, dans tous les épisodes et dans tout ce que je partage sur les sensations, les émotions et les pensées qui tournent en boucle, tu pourrais être intéressé par mon livre « Mon hypersensibilité, une force insoupçonnée ». J'y partage les outils que j'ai créés pour moi et que j'utilise avec mes clients, les hypersensibles et les autres. Pas de solution toute faite, mais une approche pour comprendre, accepter et transformer ta sensibilité à ta façon. Tous les détails sont dans la description du podcast. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode. Bonjour Julie. Bonjour Bénédicte. Comment vas-tu en cette belle journée ensoleillée ? Je vais très bien. Il fait magnifiquement beau à Nantes. C'est les vacances, donc on sent que le rythme est un peu plus cool que d'habitude. Et donc tout ça participe à une très bonne journée qui démarre. Et en plus, je fais ce podcast avec toi. Et moi, je suis vraiment, vraiment très heureuse. Alors, les gens l'entendent à chaque fois parce que je le dis, mais très concrètement, je n'invite que des gens avec qui j'ai très envie de discuter, avec qui je sens que j'ai des affinités, des valeurs communes. Donc, toi aussi, ça fait partie d'une de mes grandes joies de pouvoir t'accueillir sur ce podcast pour parler de joli, de mignonnerie, de beau, de doux aussi, parce que je pense que le monde en a besoin. Et toi, je t'ai découvert il y a un peu plus d'1 an par rapport à ton e-shop, ta boutique en ligne de papeterie créative et assez rêveuse, poétique, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es ? Je vais essayer de résumer ça de manière synthétique. C'est difficile de... Et nous dire ce que tu as envie de dire, en fait, surtout. Alors, donc je m'appelle Julie. J'approche doucement, mais sûrement de la cinquantaine. Bon, écoute, j'aurais pas deviné. Je vais avoir 46 ans cet été. Je suis finistérienne, mais j'habite à Nantes. D'accord. Et je tiens... alors, j'ai créé mon entreprise c'était quand ? Je dirais qu'il y a 8 ans. J'ai démarré cette création par la création d'une maison d'édition pour pouvoir auto-publier des guides de voyage, des city guides, d'un nouveau genre. Voilà, c'était des maps illustrées. Donc aujourd'hui, ça se fait énormément. À l'époque, ça se faisait beaucoup moins. C'était une proposition un peu fraîche sur le marché. Ça a très 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 bien fonctionné jusqu'à ce que le Covid arrive. Où là, forcément, le Covid, les guides de voyage, ça a rebattu un peu les cartes. Donc, quand le Covid est arrivé avec les confinements, etc., j'étais en train de lancer mon guide de New York. Les États-Unis ont fermé leurs frontières pendant 2 ans. Je me suis dit, je vais pas lancer mon guide de New York si on ne peut pas aller à New York. Donc, je me suis dit, je vais faire plus local. Et puis, c'est trouvé qu'il y a eu un 2e confinement, un 3e confinement. Et là, je me suis dit, oh là, c'est très, très compliqué. Il faut que j'envisage de faire autre chose parce que si ça continue comme ça, je ne peux pas du tout vivre de cette activité. Déjà que c'était compliqué d'en vivre. Le monde de l'édition, c'est complexe. Et puis, voilà, j'ai un petit peu investigué auprès de ma communauté, savoir ce que les gens aimaient en dehors des guides sur le compte Instagram, ce qu'ils venaient chercher. Et puis, ça a fait naître des idées. J'ai décidé de créer une papeterie de voyage, c'est-à-dire une papeterie où on serait toujours en lien avec le voyage, mais je ne vendrais plus mes guides de voyage, mais je vendrais des objets rapportés de mes voyages. Et en fait, ça a extrêmement bien fonctionné. Et donc aujourd'hui, ça fait 4 ans que je gère cette petite papeterie qui n'est plus si petite que ça et qui propose donc des articles du monde entier. J'essaye vraiment de proposer des choses de manière très exclusive, c'est-à-dire que quand ça arrive chez moi, en général, c'est que ça ne se vend pas en France. J'essaye vraiment de faire des propositions qui sont originales. Bon, malheureusement,
Les gens manquent beaucoup d'inspiration et donc je suis souvent rattrapée par des gens qui viennent chercher, qui viennent faire leur marché chez moi. Et donc du coup, de ce fait, mes exclusivités n'en sont plus. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment à l'initiative d'aller chercher des marques qui ne sont pas vendues sur le marché européen, en tout cas pas en France. Voilà, de venir proposer un e-shop où on peut voyager soit à travers un pays de fabrication, et c'est-à-dire que si on veut des objets de papeterie, on va pouvoir sélectionner l'onglet, par exemple, Japon, et donc voyager autour d'un pays comme ça et regarder tout ce qui le Japon propose en objets de papeterie. On peut aussi voyager par le prisme de la couleur, parce que je suis également photographe, et donc la couleur a une place prédominante dans ma vie. Donc on peut sélectionner des filtres comme ça et n'avoir que des objets très roses de papeterie. Et puis on va avoir vraiment l'objet utilitaire, le design, c'est-à-dire vraiment le confort d'utilisation lié au but d'utilisation. Et donc là, on va être sur je sais pas moi, un cahier, un ciseau, un crayon, etc., etc. Et donc voilà, plusieurs manières finalement d'appréhender un univers qui est l'univers de la papeterie, mais avec un regard quand même très artistique, qui est mon regard de curation d'articles. Vraiment, je ne sélectionne, je ne vends que ce que j'aime. Je ne vendrai jamais quelque chose, même si ça fonctionne du feu de Dieu, mais qu'il ne me plaît pas. Je ne ferai jamais ça. J'ai vraiment le désir de ne vendre que des choses qui sont en accord avec mes goûts. Et ensuite, une proposition vraiment artistique, parce que je prends énormément de temps à rédiger mes fiches produits. J'aime bien que mes fiches produits, elles expliquent une origine, elles expliquent une utilisation, elles donnent des idées de propositions d'utilisation. Et puis voilà, j'aime manier les mots, donc j'essaye de faire en sorte que la lecture soit agréable et qu'on soit pas sur une fiche technique qui décrit juste des centimètres et des nota bene d'interdiction. Et puis la photo, comme je le disais, voilà, je mets toujours systématiquement en scène les produits que je vends, de manière à créer justement un univers, une proposition, et puis d'embarquer les gens dans quelque chose, d'un peu poétique, parce que c'est mon regard sur un objet en fait. Et voilà. Et donc du coup, je sens bien que cette papeterie, elle est quand même un petit peu originale. Elle sort un petit peu du lot quand même des papeteries françaises en tout cas. Et donc aujourd'hui, elle fonctionne vraiment de mieux en mieux en fait depuis que j'ai créé, donc sortie de Covid, cette papeterie. J'ai un chiffre d'affaires qui est vraiment croissant, exponentiel, et en temps de crise, je dois saluer que c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour cette petite papeterie qui fonctionne vraiment beaucoup. Et voilà. Est-ce que je me suis bien résumée? Oui, en tout cas de ce que moi je vois à travers tout ce que tu proposes. Mais comme tu l'as dit sur la fin, c'est un vrai univers que tu as créé, et t'emmènes les gens dans ton univers, à la fois sur ton site, mais à la fois sur ton compte Insta. Toutes tes ventes, tu les prépares d'une certaine façon, et ça, moi, je trouve que c'est vraiment très très embarquant en fait pour la communauté que tu as créée, parce que tu as quand même aussi créé une vraie communauté. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important pour toi, cette notion de partage. Tout à fait. C'est essentiel. En fait, pour moi, les réseaux sociaux, ce n'est que ça, en fait. Moi, j'ai du mal avec les réseaux sociaux où on vient vraiment montrer sa bobine et s'exposer et montrer combien on est super méga fort, super méga beau et super méga mince et super méga riche. Voilà. Et souvent, moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais c'est génial parce qu'en MP, tu nous réponds toujours. » Je dis « Mais oui, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un réseau social si ce n'est pas pour répondre aux gens. » Pour le coup, voilà, le réseau social, pour moi, c'est je partage des choses et les gens vont répondre, vont mettre un petit smiley s'ils n'ont pas le temps, vont mettre une petite phrase. Mais c'est ça, c'est de créer de l'émulation. Si je réponds pas aux gens, vraiment, mais zéro intérêt. Moi, juste venir montrer mes produits pour montrer mes produits. Si derrière il n'y a pas d'échange avec les gens, c'est pas nourrissant, ni pour moi, ni pour ma communauté. Donc oui, le partage, c'est vraiment, c'est indispensable. En fait, c'est ce qui me fait vibrer. C'est de voir les réactions des gens, c'est de sentir que les gens sont heureux qu'il y ait une vente qui sorte, d'imaginer déjà avant même que la vente ne sorte quels vont être leurs produits préférés, sur quoi ils vont craquer. C'est de faire les lives où on est un certain nombre de personnes, mais c'est un moment qui est un peu doux, un peu suspendu dans le temps, où on est là vraiment entre passionnés, parce que je pense
Vous êtes vraiment très passionné pour suivre 2 heures de live de papeterie. Mais passionné de papeterie, mais aussi, enfin voilà, tu sais, comme je le dis, tu nous embarques dans ton univers et du coup ça passe vite parce que c'est pas juste, tu présentes pas juste des produits en fait, tu crées vraiment, voilà, tu nous emmènes dans cet univers, ça nous crée une petite pause, une petite bulle de douceur dans laquelle en fait on se laisse porter en fait. Donc c'est pas que de la présentation de produits. Oui, j'imagine, effectivement, j'imagine que oui, c'est pas juste, c'est ça, comme une fiche produit avec une lecture. Alors, cet objet fait 10 centimètres sur 5 centimètres. Effectivement, j'essaye de proposer. Quelqu'un me disait pendant le live l'autre jour, ce qui est fabuleux, au-delà du live, c'est de voir ton émerveillement permanent Oui. sur chaque produit. Et c'est vrai que je pense que j'ai gardé quand même ce petit truc de la petite Julie. Moi, j'étais très émerveillée quand j'étais petite. Je collectionnais les bonbons que j'étais incapable de manger tellement ils étaient jolis. C'était pareil pour la papeterie, pour les peluches, pour les magazines. Voilà. Et je pense que j'avais un papa qui était comme ça, qui restait un petit garçon en fait. Et je pense que c'est le plus précieux trésor qu'il m'ait transmis, c'est de garder cette capacité d'émerveillement. Pour moi, je crois que c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui me définit dans la vie et que je trouve fondamental, c'est ça, c'est cette capacité. Parce que finalement, quand on s'émerveille, la vie est belle. La vie est très belle. Même si on va pas, voilà, même s'il y a des mauvaises nouvelles autour de soi, comme c'est le cas en ce moment où le monde est en train de tomber dans une collapse. Moi, j'arrive quand même, j'ai cette petite flamme qui brille à l'intérieur, qui fait que quand je me lève le matin, ça va. Et c'est vraiment ce que j'ai aussi essayé de transmettre à mes enfants, cette capacité d'émerveillement. Et je vois que c'est ce qu'ils ont. Ils ne sont jamais blasés. Et je me dis, mais ça, c'est le plus grand trésor d'une vie, cette capacité à voir finalement le beau dans l'imperceptible, dans le minuscule. Voilà, moi, je sais pas, mais je me lève le matin, en ce moment, je vois les arbres en fleurs, mais ça me fait ma journée, vraiment. Je souhaite vraiment à tout le monde, finalement, de garder cette espèce de petit œil très ouvert qui permet, je trouve, alors, je pense qu'il y a aussi une question peut-être de chimie, de sérotonine, voilà, dans cette capacité d'émerveillement. C'est pas, tout le monde n'a pas la capacité de s'émerveiller, mais en tout cas, voilà, moi, j'ai ce trésor-là. Et c'est vrai que quand je reçois mes cartons de papeterie, c'est Noël. Et en plus, il y a des nouveaux produits dedans et que là, je vais découvrir ce que j'ai commandé. Et donc, du coup, je suis vraiment fondamentalement heureuse de transmettre cette joie à mes clientes et de leur communiquer cet émerveillement en espérant vraiment justement faire sauter mes petites puces d'émerveillement chez les gens, quoi. De la contamination de l'émerveillement. Alors, tu vois, c'est pour moi qui étudie un peu, enfin, qui m'intéresse beaucoup aux neurosciences, la contemplation du beau, c'est des endorphines. Donc, tu vois, c'est vraiment ce qui va venir apaiser, calmer. C'est aussi quand on pleure, quand on pleure et quand on rit, on fait des endorphines. Et la nouveauté, c'est la dopamine, tu vois. Donc, en fait, c'est ce petit côté très, il y a pas que le sucre et tout ça, il y a aussi, et la dopamine, ça peut être très chouette. Donc, tu vois, la nouveauté. Et franchement, en plus, le fait de vouloir le transmettre et de créer cette communauté, t'as l'ocytocine, donc l'hormone du lien, de l'amour, de l'attachement. Donc, c'est vraiment, il y a du sens neuroscientifique dans tout ton process. C'est assez fabuleux, je trouve. Et est-ce que du coup, ce beau que tu cultives, c'est une forme pour toi un peu de résistance aussi? Justement, quand par exemple Trump a fait sa cérémonie là d'investiture avec Musk qui est venu faire ses beaux saluts nazis, là, j'avoue que j'ai vraiment eu un moment de comment je pourrais décrire ça, vraiment de down, vraiment je me suis pas sentie bien. Et en fait, je me suis interrogée, je me suis dit comment dans cette société qui va vraiment là de plus en plus mal depuis 4 ans, ce n'est que chaque jour apporte quand même son lot de pire en pire. Et là, je me suis dit, comment toi, tu vas résister dans tout ça? Et je me suis dit, en fait, ma résistance, c'est de ne pas relayer tout ça, de ne pas relayer ce bruit, cette moucheté, de résister, voilà, sans relayer, sans en parler. Alors, ça veut pas dire que parce que je n'en parle pas, ça n'existe pas. En tout cas, je fais le choix de ne pas en parler et de ne pas le relayer pour ne pas que ça
donne d'écho supplémentaire. Et par contre, je fais le pari de continuer à lutter par justement la poésie, qu'elle soit dans ma papeterie ou dans le regard que je peux porter sur ce monde quand je voyage, etc. Et je continue finalement à montrer en tout cas la poésie du monde parce que je pense que l'art, dans sa grande globalité, que ce soit par la musique, les arts plastiques, la photographie, la littérature, c'est ce qui nous, c'est là où se situe notre salvation. Voilà, c'est ça qui nous permettra de nous en sortir, de résister et de nous sauver finalement. Et donc moi, à ma toute minuscule échelle, mais je fais partie d'un système, je fais partie d'une planète, je suis ce petit colibri, je participe à montrer en tout cas la beauté de ces petits objets qui sont encore une fois des petits riens pour moi. Voilà, un petit stickers, une petite pochette de stickers, je sais pas moi, allez, on va dire, je vais dire un prix symbolique, mais à 5 euros. Pour moi, c'est des petits riens par rapport je sais pas, au monde du luxe où on vient s'acheter un sac. Je sais pas, l'autre jour je lisais un article sur le fameux Hermès. Sur le fameux Birkin d'Hermès, je serais même plus capable de dire combien ça coûte, mais j'étais là. Oui, je crois que c'est 10 000 euros, non? Je crois que ouais, c'est au-delà de ça, je crois. Ah ouais, voilà. Bon, cette petite pochette, pour le coup, c'est un petit rien. Alors, c'est pas des petits riens pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais je vois bien que dans ma communauté, dans mes clientes, j'adresse tout le monde. Je vais adresser des gens qui ont des moyens, mais je vais aussi adresser des petites étudiantes qui vont venir s'acheter un petit stickers pour coller sur l'ordinateur, plus 2-3 petits fluos pour venir prendre leurs notes en cours. Et je vois bien que quand même, cette petite papeterie, finalement, elle adresse vraiment tout le monde. On peut s'acheter un petit crayon et se faire une petite commande à 15 euros et se faire très plaisir si on n'a pas beaucoup de moyens ou une petite carte, etc. Et puis, il y a des gens qui ont plus de moyens, qui se font plus plaisir. Mais en tout cas, je vois bien qu'on est quand même dans un marché on n'est pas dans le luxe, on n'est pas dans l'hyperluxe, on est dans quelque chose de simple, dans quand même la simplicité d'un objet. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont quand même heureux de dépenser leurs sous dans de la papeterie parce que mine de rien, c'est des objets qui sont porteurs de sens. Parce que quand on achète de la papeterie, admettons, on achète un crayon et un journal et un cahier. Et ben, ça veut dire qu'on va acheter ça, mais dans un but d'écrire, par exemple. L'écriture, c'est thérapeutique. Donc, on va se faire du bien. On va prendre du temps pour soi dans un monde où on ne prend plus le temps. Ça va être d'acheter une carte postale pour l'envoyer à sa maman, à sa meilleure amie. Les gens ont perdu l'habitude d'écrire des cartes. Moi, je vois très bien depuis 4 ans qu'au début où j'ai ouvert mon rayon carterie, moi, j'ai toujours été une fanatique de cartes américaines et de cartes anglaises. Donc, je me suis toujours dit, dans ma papeterie, il y aura des cartes. Au tout début de la papeterie, je ne vendais aucune carte. Les gens, je vois bien, c'était pas dans la culture française d'envoyer des cartes. Comme je ne vendais que des rollers, je ne vendais pas de plumes. Et à force d'évangéliser, de parler des stylos plumes, de parler du plaisir de l'écriture à la plume, du plaisir d'envoyer une carte de vœux à quelqu'un. Aujourd'hui, je pense que mes 2 plus gros postes dans la papeterie, ce sont les tampons et les cartes de vœux et les stylos plumes. Ce qui est incroyable parce qu'en 4 ans, ça a complètement muté. Mais du coup, ça me donne vraiment de la joie, de l'espoir. Et je me dis, quand je prépare une commande, alors aujourd'hui, je prépare un peu moins les commandes parce que je l'ai fait beaucoup pendant 4 ans et maintenant, j'ai quelqu'un pour le faire. Mais quand je mets des cartes dans une commande, je me dis dire que ces petites cartes vont être écrites, vont être postées, vont être envoyées. Et je me dis là, ton métier, il prend tout son sens. Et ça recrée du lien social. Et j'ai plein de gens qui m'envoient en MP en me disant, regarde cette petite carte que j'ai envoyée à ma meilleure amie. Et je vois que les gens sont heureux de ça. Et donc, du coup, il n'y a pas de culpabilité, finalement, peu de culpabilité chez les gens à craquer pour de la papeterie parce que, in fine, c'est quand même des objets qui vont avoir un sens. C'est pas juste une tenue, c'est pas juste un sac, c'est pas juste du maquillage. Il y a autre chose derrière. Et donc, du coup, il y a une forme quand même de bonheur sans culpabilité à s'offrir de la papeterie. Ah oui, ça c'est sûr. Alors moi, les cartes, j'en achète, il y en a que j'envoie, mais il y en a que je garde. Je suis un peu comme toi, tu sais, avec cette incapacité de dire « ouh là là », ou même les stickers, j'ai des fois tellement de mal à les coller parce que je me dis « mais zut, si je le colle, après, il peut s'abîmer ou alors je l'aurai plus ». Mais alors ça, c'est le grand problème de la papeterie. J'ai beaucoup
beaucoup, beaucoup de gens qui me disent ça. Et alors moi, ce que je dis, parce que du coup, j'étais comme ça avant de créer ma papeterie. Ce que j'ai acheté, c'était hyper précieux. Sauf que maintenant que j'ai ma papeterie, dès que je reçois un carton de marchandises, j'ai forcément un exemplaire que je garde, que je paye, hein, et que je garde pour moi, pour pouvoir le mettre en situation, le coller, prendre des photos, etc. Et je me suis aperçue que utiliser cette papeterie, mais c'était fantastique et ça faisait un bien de dingue d'écrire dans un magnifique cahier avec un magnifique crayon, de mettre des petits stickers partout dans son agenda. Et donc, du coup, maintenant, je n'ai qu'un seul mot d'ordre, c'est utiliser votre papeterie. Utilisez-la parce que ça va décupler votre plaisir de sortir le cahier de son tiroir où il dort et finalement de l'utiliser. Il n'y a rien de plus magique. Et puis, tu sais, même pour le côté social, parce que je dis que j'ai du mal à le faire, mais je le fais quand même. Et je le fais de plus en plus parce que, effectivement, je vois ce lien que ça peut créer. Et voilà, moi, je suis un peu nomade, donc je vais travailler beaucoup dans des bars ou dans des endroits. Et je colle des stickers sur mon ordi. J'ai aussi des Sony Angel, etc. Et en fait, ça fait énormément réagir les gens. Et même quand tu as un cahier avec un stylo rigolo ou juste plein de couleurs, ça intrigue les gens, en fait, parce qu'ils ont plus l'habitude, en fait. On est dans un monde tellement sérieux que tu vois, même hier, j'étais dans un café où je vais souvent et la dame, elle me dit, mais vous avez plus toutes vos petites couleurs sur votre ordi. Je dis, non, j'ai changé d'ordi, il faut que je le refasse. Et en fait, tu vois, elle l'avait remarqué. C'est quand même chouette, quoi. Je voyais quand tu décrivais, en fait, tu sais, tous ces cartons que tu prépares, toutes ces petites commandes, et au final, à quel point ça contamine réellement le monde. Parce que clairement, moi, je le vois à mon niveau et je suis sûre que ça intrigue d'autres personnes, ça fait réagir des gens, certains, ça va les faire rire, certains, ça va peut-être les agacer, mais au moins, ça fait réagir, ça crée de l'émotion et du coup, ça crée du lien, en fait, d'une certaine manière. Donc ça, c'est absolument fabuleux. Tout à fait. Mais j'ai des petites anecdotes à ce sujet. J'en ai une, par exemple, l'autre jour, de quelqu'un qui travaille sur un circuit de la poste de distribution et qui m'a pris en photo un colis avec l'autocollant Julie Flamingo. Il était sur une chaîne de distribution, donc sur des tapis roulants. Je ne sais pas vers où il partait. Mais elle me dit, oh là là, je n'imagine pas la joie de la personne qui va recevoir ce petit colis. Et je me dis, même sur les chaînes de la Poste, le colis Julie Flamingo est pris en photo par une salariée et je trouvais ça vraiment fantastique. Et après, j'ai 2 autres anecdotes par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup de maîtresses qui sont clientes et qui m'envoient pareil, souvent des photos de leurs copies. Alors, elles achètent beaucoup de petits tampons. Alors, je ne vends pas, moi, de petits tampons, de smiley avec c'est bien, c'est moyen, peut mieux faire. Moi, je m'adresse pas que aux maîtresses, donc je vends vraiment mais je vois que les maîtresses se sont appropriées les tampons du shop. Je sais pas, il y a une petite fille, par exemple, qui tient un bouquet de fleurs et c'est marqué Enjoy Today, je crois. Et c'est une des maîtresses, elle le met comme ça sur sa copie, que la copie soit très bonne, soit moyenne, mais passe une bonne journée. Et elle me dit, la joie des enfants de découvrir quel petit tampon ils vont avoir sur leur copie. Ou alors, pareil, elle donne elle achète des petites pochettes de stickers et elle donne ça à ses enfants et elle me dit, mais leur joie. Et je trouve ça fantastique. Et à l'inverse, la semaine dernière, j'ai une cliente qui m'a écrit, qui me dit, ah, Julie, je voulais partager ma tristesse avec vous. Ma fille est fan de papeterie, elle est au collège. Et voilà, à chaque fois, elle a des objets de votre papeterie dans sa trousse. Et ben, son professeur principal, je sais plus, je crois qu'elle était en 4e, lui a fait vider sa trousse l'autre jour, lui a dit, ça, ce n'est pas acceptable au collège. Tu changes et tu remets que des stylos normaux et des choses normaux. Alors j'aime bien, mais c'est quoi la normalité? Et tu as une semaine pour tout changer parce que sinon ça te perturbe et ça perturbe tes camarades. Et là je me suis dit, ah donc voilà, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a des gens que ça heurte très fortement au point de dire tu refais ta trousse entièrement. Alors que pour moi, enfin bon, le message il est complètement faux. C'est-à-dire que si cette petite fille a de la joie avec sa trousse, quel dommage de la priver de sa trousse et de lui mettre de la tristesse et encore de la contrainte pour venir à l'école. Bon, je me dis, comme quoi, c'est comme le monde en fait. Il faut tout pour faire un monde, mais là, je vois bien 2 situations, 2 maîtresses tout à fait différentes. Ouais, et est-ce que du coup ça met en exergue. Moi, j'ai quand même envie de croire que finalement la majorité des gens vont réagir de façon extrêmement positive et que l'émerveillement va être contagieux et se répandre. Mais effectivement, il y a des personnes qui sont il faut que ce soit tout pareil et pas de fantaisie, pas de fantaisie.
parce que Alors c'est que sérieux. c'est ça. Mais c'est dommage, parce que je Oui. vois pas en quoi le fait qu'elle ait une gomme avocat ou une gomme, j'en sais rien, bouteille de lait, va perturber le cours dans une grande intensité, quoi. Mm. Et justement, dans le monde tel qu'il est, qui est quand même, comme tu le disais, hein, bruyant, parfois quand même violent, et notamment en ce moment, toi, bah, évidemment à travers ton entreprise, mais sinon, est-ce que tu as des petites astuces pour protéger justement ce doux, ce tendre, ce beau, ce délicat? Bah, alors, des astuces, je ne sais pas. J'ai envie de dire. Alors moi, j'ai fait des études de commerce international. Donc à la fac, j'avais beaucoup de cours de géopolitique. J'ai gardé le goût de la géopolitique depuis mes années fac. Et donc j'adore lire la presse étrangère, j'adore lire la presse tout court. J'ai un abonnement au Monde, etc. Et justement là, depuis l'avènement de Trump, mais même Gaza, etc. Je vois bien que les nouvelles me heurtent beaucoup. Mm. Là, quand il y a eu le rapprochement USA-Russie avec vraiment des choses, je sais pas, ou la petite vidéo qui circule là sur préparer votre valise de secours Mm. en cas de guerre, en cas d'événement climatique. Là, j'ai senti que ça commençait à m'impacter un peu quand même. J'arrive en général à me protéger. Et là, Mm. je me suis dit, OK, là, c'est too much. J'arrête de lire la presse. Donc ça, c'était ma première chose pour me protéger, c'est de se dire, bah, là, je suis pas en capacité d'absorber autant d'ondes très, 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 très inquiétantes, parce que là, on est quand même dans quelque chose à l'apogée de l'anxiogène. De l'anxiété, oui, oui, c'est clair. Donc là, je me suis dit, je me protège. Je sais pas faire l'autruche. Je sais que le monde, voilà, je sais ce qui se passe dans le monde. Je veux pas du tout être coupée du monde. En revanche, je vais arrêter d'aller alimenter cette source d'inquiétude par la lecture de la presse, etc. Donc ça a été mon premier réflexe. Et puis après, bon, moi, comme je le disais, moi j'ai ce caractère quand même. Je pense j'ai un caractère assez joyeux quand même de base. Je suis née avec ce caractère joyeux, donc je pense que c'est un grand atout. Mais ça, c'est pas une astuce. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Voilà, la petite fée au-dessus de mon berceau m'a dit voilà, tu auras de la joie. Oui, mais que tu cultives malgré tout. C'est-à-dire que tu aurais pu Tout à fait. voilà, Et laisser. comment je la cultive? Bah, c'est ça. Je m'arrête vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le beau, que ce soit quand je suis dans la rue. Vraiment, je regarde autour de moi. Hier, on est allé se promener avec mon petit Jules. Je lui ai dit, par exemple, Jules, arrête-toi. Et il me dit, quoi? Il faut regarder les moustiques. Je dis, alors tu peux regarder les moustiques, mais là, ce que je voudrais te montrer, c'est regarde le soleil qui passe à travers les arbres et regarde la couleur des feuilles. Alors, j'essaye de les sensibiliser à tout ça. Et du coup, de le transmettre à mes enfants, bah forcément, moi, ça m'imprègne. Et après, eux, c'est en ricochet, moi, mes enfants me donnent énormément. Moi, mes enfants, c'est ma source de bonheur. J'ai pas, c'est plus que quotidien. C'est chaque instant passé avec eux m'infuse de joie. Je suis une grande fan de mes enfants. C'est des petites personnes absolument fantastiques. Et donc du coup, la malice de mon petit Julot vient contaminer, voilà ma vie. Ange, il est moins malicieux, mais il est très posé. Il est énormément d'humour. Donc voilà, tout ça vient me nourrir énormément. Puis après, j'ai l'amour de mon conjoint. Voilà, on fête nos 21 ans d'amour et lui, c'est pareil. Et alors, Fred, c'est une force tranquille. C'est quelqu'un qui est toujours d'une humeur. Je ne l'ai jamais vu d'une humeur soit très haute, soit très basse. C'est quelqu'un qui est constant depuis 21 ans. Et lui, il me transmet une force au quotidien qui est phénoménale, en fait. Il arrive à se protéger de tout. Et du coup, forcément, ça m'infuse aussi, ça me permet d'être toujours un peu confiante. Oui, ça ancre. Ouais, complètement. Donc ça, c'est mes gros piliers du quotidien. Et puis après, moi, je suis, comme on le disait en préambule, il y a cette notion de sensibilité. Moi, je suis très très perméable à la musique. La musique, voilà, il me suffit que je mette de la musique et je suis en vibration avec le monde. Je lis beaucoup, donc c'est pareil. La lecture, ça m'emporte dans un univers parallèle qui me permet aussi de vivre une vie. Le temps de 300 pages, 500 pages, une autre vie. Et donc, ouais, je dirais que tout ça aide
à traverser le gué quand il est un peu plus difficile à traverser. Ouais, mais en fait, dans ce que tu dis, moi, ce que j'entends, c'est que t'as créé un écosystème que tu viens nourrir aussi, très, très, très régulièrement, avec beaucoup d'intention. Et en fait, tu infuses cette énergie dans ton écosystème avec ton conjoint, avec tes enfants. Et du coup, c'est un cercle vertueux. Oui, c'est possible, ouais, tout à fait. Ouais, oui, c'est possible. Souvent, parce que le jour, j'ai une petite voisine qui est adorable, qui doit avoir pas loin de 65 ans, 75 ans. Et puis, on parlait, elle me dit, oh, vos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et elle me dit, et votre amoureux aussi, qu'est-ce qu'il est gentil. Vous en avez de la chance, hein. Et je lui dis, mais lui aussi, il a de la chance de m'avoir. Oui. Non, mais c'est ça, en fait, cette notion de chance, c'est vraiment quelque chose sur lequel moi, je fais très attention parce que, oui, évidemment qu'il y a toujours des facteurs chance et il faut pas les nier. Mais c'est pas que de la chance, c'est vraiment des choses sur lesquelles, toi, je pense que tu sèmes des graines, tu les cultives, tu les vois pousser. Je veux dire, c'est pas tes enfants, ils sont pas comme ça par hasard. Ta relation, elle tient pas depuis 21 ans par hasard et c'est vraiment lié à ce que vous construisez. Tout à fait, tout à fait. Mais oui, c'est ça, c'est un... quand on me dit, oui, mon papa me disait souvent, tu as de la chance d'avoir Frédéric. Et à chaque fois, je disais, mais Frédéric a aussi de la chance de m'avoir. Bien évidemment, c'est sûr. Ouais. C'est un peu, j'aime pas cette expression, mais c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que quand on donne, on reçoit. Il y a quand même cette notion de karma auquel je crois très fort. Que quand on donne, voilà, quand on fait les choses quand même de manière un peu correcte, à un moment, on récupère un peu ce qu'on sème aussi. Je sais pas, quand on porte de l'attention aux gens, cette attention, elle nous revient quand même. Moi, je crois beaucoup à ça. Alors moi, je donne pas pour recevoir. Vraiment, j'essaye de donner de manière spontanée, sans attendre en retour. Mais souvent, je reçois quand même. Et voilà, je me dis, quand on sème, bah oui, ça pousse. Ouais, donc l'amour, le beau, le doux, et puis effectivement cette volonté de le cultiver vraiment dans le quotidien. Je reviens là-dessus parce que tu vois, tu me disais que voilà, t'avais de la chance, que cette joie, en fait, elle est venue peut-être, voilà, c'était la marraine la bonne fée, mais clairement, c'est vraiment des choses qu'on peut venir remoduler, même si on n'a pas forcément cet état d'esprit au départ. Vraiment s'attarder sur le beau, prendre le temps de regarder. C'est pas juste chercher le positif pour chercher le positif, c'est chercher le positif pour s'en nourrir et réapprendre à notre cerveau, qui lui est quand même globalement focalisé sur le danger, sur le négatif pour nous protéger, hein, pas dans une optique de nous pourrir la vie, mais pour nous maintenir en vie. Mais lui apprendre que voilà, le beau, c'est pas dangereux et que ça vient contrebalancer tout le reste, c'est complètement possible en fait. Ouais, c'est pas dangereux, c'est pas nunuche, c'est pas voilà, c'est pas les bisounours. Oui, on peut avoir une petite part bisounours en soi, mais c'est pas parce qu'on aime les bisounours que forcément on vit dans un monde de bisounours où rien d'autre n'existe que les arcs-en-ciel et les bisous. Mais c'est important de venir nourrir cette petite flamme intérieure, en tout cas de l'éduquer, de venir l'alimenter. Mais je vois après, rien n'est inné. Moi, c'est pareil. Bon, alors c'est un grand événement majeur dans ma vie. Moi, j'ai perdu brutalement mon papa il y a 4 ans. Mon papa, moi, c'était mon phare, c'était mon phare. C'était mon mentor. Ouais, quand t'es en live, on voyait une petite photo de ton papa sur ton bureau. Ouais. Pour le coup, voilà, j'essaye de l'avoir un peu partout pour que, voilà, il continue. Alors, il est dans mon cœur, il est dans mon esprit. Il n'y a pas une seconde où il est pas là. Mais en tout cas, ça a été s'il y a vraiment un événement dramatique dans ma vie, c'est ça. Puis en plus, il est parti extrêmement brutalement. Donc, c'était un énorme choc psychologique. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'aille voir quelqu'un pour m'accompagner mentalement à vivre cette absence de mon papa qui était tellement majeure pour moi. Et donc, je suis allée toquer pour la première fois de ma vie à la porte d'une psychologue en disant, voilà, je viens vous voir parce que je sais pas comment vivre sans mon père. Ça, c'était la première phrase dans le bureau de cette thérapeute. Et puis finalement, aujourd'hui, le deuil de mon papa, je m'aperçois que j'aurais jamais imaginé survivre à mon père. Et puis finalement, c'est comme pour tout, on y arrive. C'est un grand message d'espoir. Hein. On arrive, on survit au pire. Mais on se donne aussi les moyens, tu vois. C'était à un moment, tu as senti que tu n'arriverais peut-être pas par toi-même et du coup, tu as fait les choses, entre guillemets. T'es pas resté... Enfin, on vit notre peine, ça n'empêche pas de la vivre, mais c'est vraiment d'en faire quelque chose aussi, en fait. Ça. Et aujourd'hui, en fait, je m'aperçois que je continue à aller la voir. On a dépassé le cadre du deuil, mais finalement, je continue de dérouler la pelote et je continue finalement d'agir aussi. Je suis actrice, je continue d'être actrice sur mon mental. Grâce à elle,
il y a énormément de choses que je travaille et en fait, je m'aperçois qu'en 4 ans, mais vraiment, j'ai solidifié mon mental grâce à en fait, cette thérapie que je me suis offerte, en fait. Et j'imaginais absolument pas en toquant et en allant lui dire, faut que je viens vous voir parce que je sais pas comment vivre sans mon père, que ça allait tellement m'apporter, en fait. Et être si global. Ouais, une renaissance aussi, en fait. Tu vois, c'est comme si tu avais un travail sur soi qui qui du coup implique les autres aussi. Parce que finalement, on n'est pas seul quand on déroule la pelote de son soi profond. En fait, ça rejaillit sur beaucoup de gens, en fait. Et puis je pense que tu vois, même pour tes enfants, c'est tellement rassurant en fait de leur envoyer ce message que tu t'es effondré, que ça a été horrible, mais que tu as survécu et que on peut survivre à ces moments tellement difficiles. Et je pense que c'est extrêmement rassurant aussi dans l'éducation que tu leur donnes. Et à moi en premier de me dire j'ai survécu. Je pensais vraiment que, mais enfin voilà, je me revois encore tellement fragile il y a 4 ans. Lui dire mais je ne sais pas comment faire pour vivre sans mon père en fait. Et en fait de m'apercevoir qu'aujourd'hui je vis avec mon père en fait. Ouais. Et en fait ça coïncide aussi au lancement de la papeterie à peu près. Et oui, mon papa n'a pas connu le lancement de la papeterie, il est parti juste 3 mois avant. Et donc, mais en fait, je m'aperçois que ce n'est pas vivre sans mon père. En fait, je continue à vivre avec mon père. Il est juste invisible. D'une autre façon, ouais. Mon père est là, par contre. C'est ça aussi que j'ai compris dans le deuil. C'est que, en fait, voilà, c'est comme cette image, je ne sais plus quel écrivain avait cette image du navire, du voilier. Qui passe la ligne d'horizon et on ne voit plus ce voilier, mais il est quand même là. Il a dépassé la ligne d'horizon et en fait, mon papa, c'est pareil. Exactement. Il est au-delà de l'horizon. Tout à l'heure, on évoquait la sensibilité. Bon, moi, c'est vrai que je la ressens, ta sensibilité. Elle est palpable dans tes mots, dans l'univers que tu crées, dans les images, même dans les photos que tu fais, etc. Est-ce que toi, tu dirais que cette sensibilité, c'est un filtre, une lentille ou un moteur ou un peu tout en même temps? Je dirais que cette sensibilité, elle a pu être un petit peu difficile à porter avant de rencontrer Frédéric, justement, où je pouvais me laisser submerger par beaucoup d'émotions, notamment des émotions négatives. Si j'avais, j'en sais rien, moi, à l'époque du collège, du lycée, parce qu'on sait bien que les films, c'est pas toujours fluide, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et s'il y avait, voilà, des choses un peu remuantes dans l'amitié, ça pouvait vraiment m'impacter énormément. Aujourd'hui, je dirais que cette sensibilité, c'est une force. C'est grâce à Frédéric, grâce à la psychologue, voilà, grâce à certainement mon chemin. Grâce à toi, hein. Apprivoiser cette sensibilité. Donc, c'est quelque chose qui ne me submerge quasiment plus jamais, mais au contraire, qui me permet quand même, c'est ça, d'être dans un émerveillement, d'être dans cultiver beaucoup la gratitude aussi. Je trouve que c'est très important. Et voilà, je dirais qu'aujourd'hui, j'en ai fait une force, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, tu relis vraiment, en fait, le fait d'avoir trouvé l'apaisement à ton couple et cette personne qui est très ancrée qui, du coup, a pu contrebalancer un peu toi, tes hauts et up and down émotionnels. C'était vraiment plus en dents de scie auparavant. C'est vrai que partager la vie de Frédéric, qui est quand même cette force tranquille, là, ouais, ça m'a quand même beaucoup permis de réguler cette sensibilité. Alors, c'est ce que je lui dis toujours. Je dis, par contre, on n'est pas pareil dans l'expression de notre sensibilité. Frédéric, il est toujours très, voilà, c'est toujours très, c'est une mer d'huile, tu vois. Après, moi, j'apprends à la canaliser, mais j'ai pas envie que ma mer soit d'huile tout le temps. C'est-à-dire que j'ai envie qu'il y ait des flots, j'ai envie qu'il y ait des marées basses, des marées hautes. J'ai pas envie de juguler ça non plus. Par contre, ça ne vient plus m'atteindre dans un côté anxiogène, ça ne vient plus m'angoisser. Je ne vis plus pendant des heures avec des moments d'angoisse. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai appris à ne plus vivre. Par contre, voilà, si une musique m'embarque, moi, je retiens pas mes larmes, par exemple. Je pleure comme je suis quelqu'un. Dès qu'on me dit un truc un peu rigolo, je suis en larmes, je ris. Voilà, je peux pas retenir mes larmes d'une façon ou d'une autre, dans la joie ou dans la tristesse, mais je m'empêche jamais d'éprouver, en fait. Est-ce que d'ailleurs, c'est rigolo parce que Ange, mon aîné, est exactement comme son papa, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours
d'une humeur extrêmement constante. Il s'énerve jamais. Et pareil, il va jamais rire complètement, avoir des gros fous rires à se tordre le ventre, mais qui va pas pleurer. Et Julot, mon petit dernier, il est plus comme moi. Et je lui dis, mais vis. Enfin, tu vois, même si tu te mets en colère, il y a pas de problème, en fait. T'as le droit d'être en colère. T'as le droit d'être joyeux. Enfin, voilà, je trouve ça chouette aussi de laisser exprimer qui on est dans la pluralité de ses facettes, quoi. Moi, j'ai pas envie de canaliser ma sensibilité et de l'anesthésie, en fait. Ça, je Ouais. Effectivement, de toute façon, et par rapport à ton conjoint et à ton aîné, ça veut pas dire qu'ils ont pas de sensibilité du tout. C'est juste qu'ils l'expriment totalement différemment. Et clairement, on n'est pas obligé d'être en up and down, mais c'est pas parce qu'on ne montre pas forcément qu'on ne ressent rien à l'intérieur, en fait. Et ça, c'est très important de le souligner. Tout à fait. Ouais. Donc voilà. Donc aujourd'hui, non, je dirais que ma sensibilité, c'est ma force. C'est ce qui fait que c'est moi, en fait. Hein. Et ça, c'est quand même construit aussi avec le temps, parce que comme tu disais, à l'adolescence, ça a été quand même beaucoup plus difficile. Ouais, c'est ça, plus compliqué, quoi. La gestion des émotions, pas se laisser paralyser par. Moi, j'ai des parents qui sont quand même de base plutôt des gens inquiets. Bon, bah, il faut résister aussi à ça parce que voilà, l'inquiétude, moi, c'est pareil. Quand je suis allée voir cette fameuse psychologue, qui est toujours ma psychologue aujourd'hui, mais quand j'ai toqué la porte, je lui ai dit voilà, moi, j'ai dit au revoir à mon papa un jour, en fait, il est jamais rentré. C'est un énorme traumatisme. C'est terrible. Oui. Et quand je suis allée voir la psy, je lui ai dit je veux pas vivre avec cette inquiétude et transmettre ça à mes proches. J'ai une maman inquiète. Je veux pas, moi, transmettre à mes enfants que dès qu'ils vont passer le pas de la porte, je vais être en apnée. Je veux pas. Et donc, du coup, j'ai aussi appris, c'est ça, à canaliser mes peurs et à ne pas me laisser submerger par tout ça. Et aujourd'hui, je dirais que quand même, oui, c'est quelque chose que la peur fait pas partie de mon quotidien, quoi. Tu vois ce que j'entends, et peut-être ce sera le mot de la fin, mais moi quand je t'entends parler, que ce soit de la papeterie, de cette anxiété, de ne pas vouloir la laisser entrer, c'est surtout laisser entrer la vie en fait. Et la papeterie c'est la vie, l'amour c'est la vie, la douceur c'est la vie, et évidemment qu'il y a du plus triste, du plus noir, etc. Mais quelque part, pour vraiment vivre sa vie, faut être là, faut être dans le beau, faut être dans le joli, et le décider aussi en fait. Absolument. Et là, je dirais aussi l'instant présent. C'est très, ça fait un petit peu phrase réchauffée parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur le mindset, l'instant présent, etc. Mais moi, je trouve que quand même se concentrer sur le présent sans justement aussi aller projeter nos peurs sur un futur très paralysant, ça aide énormément à s'ancrer. Hein. Ça fait un peu la palissade de dire ça, mais n'empêche que c'est très aidant. Mais ça fait la palissade parce que, comme tu le dis, c'est très galvaudé. Mais en gros, quand tu l'expérimentes réellement, ce que tu fais toi, en regardant le soleil à travers les arbres, en t'émerveillant des pétales qui tombent par terre, quand les jolis pétales d'arbres qui tombent. Oui, ça c'est s'ancrer dans le moment présent. C'est pas seulement se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, etc. Et je me concentre que sur aujourd'hui. C'est complètement autre chose. Mais effectivement, c'est de l'expérimenter qui lui donne réellement sa force. Pas seulement et la papeterie, je pense, permet ça par le biais de l'écriture. Ouais. On est dans le présent, on est dans le lien à l'autre. Enfin voilà, je pense que la papeterie est un vecteur de joie en tout cas. De couleurs, de joie, même écrire ou dessiner, parce que certaines personnes moi je suis pas très forte en dessin, j'adore les couleurs, j'adore écrire, mais par contre certaines personnes sont pas à l'aise avec les mots et vont s'exprimer, tu vois, même avec des petits tampons, avec du coloriage, avec des petits, avec du sketch note, et c'est absolument fabuleux. La papeterie permet l'expression de soi, quel que soit effectivement le biais, que ce soit par une boîte de crayons, par l'écriture, par le découpage, par le scrapbooking. Il y a vraiment différents, effectivement, modes d'expression, mais elle permet à chacun de venir trouver une forme d'apaisement et d'expression très, très, très importante en 2025. Eh bien, quelle jolie façon de terminer cet épisode. L'expression de soi, l'apaisement, rayonner du beau et du bon, sans être dans le naïf, mais juste dans le... Exactement, c'est pas parce qu'on a les petits bisounours sur son bureau qu'on est en incapacité de voir le monde tel qu'il est. C'est juste une manière de se dire, voilà, là, je me concentre sur un monde plutôt d'affection, même si en dehors de ça, le monde n'est pas si beau que ça, effectivement.
J'en ai conscience, mais je me protège. Exactement. Je comprends tellement. Je suis exactement dans la même dynamique. Un immense merci, Julie, pour toutes ces belles choses. Cette lucarne d'expression. C'est important d'avoir la chance de pouvoir s'exprimer. Donc, je te remercie de m'avoir accueilli. Mais avec plaisir. Et j'espère que ça contribuera à faire encore un peu plus de rayonnement, de beau dans nos univers, parce que je pense qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Ouais, je te remercie beaucoup pour ce moment. Merci. Et de toute façon, moi, je pense à toi très souvent. J'ai tellement de petits objets de toi dans ma vie que je ne t'oublie pas. J'en suis ravie. Je te souhaite une très bonne journée. Merci. À bientôt. À bientôt.